La France est en crise. Une seule et même question brûle toutes les lèvres et semble troubler le paysage politique du pays. Face à cette situation, nous nous attaquons pour vous, chers auditeurs, à cette terrible énigme. Le poulain à Marolles, qu'est-ce que c'est ? Le poulain à Marolles, c'est avant tout une bande de joyeux dris qui se sont rencontrés sur les bancs de la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin Lyon 3. Après s'être côtoyés pendant plus de 2 ans autour d'un bon livre ou d'un bon verre, ses compagnons décidèrent de faire de leur divergence d'opinion une force qui ébranlerait à jamais le cours de l'histoire. En effet, à l'heure X d'un jour X, l'esprit tourmenté de l'un d'entre eux eut une vision à laquelle les autres adhérèrent sans hésiter. Il avait rêvé d'un monde dans lequel les étudiants ne seraient plus seulement des étudiants et où la philosophie s'extirperait des ouvrages écrits pour prendre un nouveau départ, une renaissance au sein d'un nouveau corps. Ce corps, ce serait la voix, leur voix, et celle de tous ceux qui pensent, qui veulent penser, apprendre et se questionner. Ensemble, elle devenait un projet. Une radio ainsi qu'une formidable contrepétrie, le poulain à Marolles venait de naître. Où ça ? Au sein de l'association étudiante des médiations philosophiques de l'université Jean Moulin Lyon 3. Et pourquoi faire ? Tout d'abord pour être le relais des événements à caractère philosophique tels que les thèses, les rendez-vous et les réflexions de toutes sortes, à l'intérieur et à l'extérieur de cette université, et ce, à l'attention de tous, étudiants, curieux, professeurs et funambules. Et ensuite pour proposer un nouveau rapport à la philosophie dans ce mode d'existence radiophonique donné, où chacun serait amené à offrir et à prendre de la matière à penser, à modeler. Le poulain à Marolles, c'est une invitation à philosopher, une opportunité de libérer la pensée de son cadre académique sans pour autant lui ôter sa rigueur et sa vigueur. D'ailleurs, ses membres mettent un point d'honneur à n'avoir pour critère de ligne éditoriale que ses valeurs épistémiques, la pertinence des propos publiés. Chacun est donc convié à soutenir toute pensée sous réserve qu'elle soit réfléchie et structurée à travers un prisme philosophique. Les choix éditoriaux sont faits en toute transparence, prévenant ainsi la philosophie de l'écueil de la censure. Bonjour à toi, bienvenue dans cette première émission du Poulain à Marolles. Elle sera consacrée ce mois-ci au thème de la pratique de la philosophie. Et pour en parler sont avec nous 3 étudiants en 3e année de philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3. Tout d'abord, Edgar Vieira, qui va nous parler de l'oralité dans la pratique de la philosophie. Bonjour Edgar. Bonjour. Alors sur quoi vont porter tes travaux aujourd'hui ? Je vais essayer de justifier l'usage de la parole en philosophie, contrairement à une idée reçue qui serait d'avoir uniquement l'écriture pour pouvoir s'exprimer en philo. Très bien, donc redonner une place à l'oralité. Exactement, tout à fait. Chers auditeurs, nous avons aussi avec nous à nos côtés Titouan Guillet, qui est là pour nous parler du rapport un peu houleux dans l'histoire de la philosophie entre rhétorique et philosophie, justement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bonjour, alors houleux, je pense que c'est un terme plutôt pertinent, oui. Positif ? Voilà, donc je voulais juste faire une petite introduction philosophique et historique concernant ce débat, notamment sous sa forme moderne, avec les travaux de Michel Meyer, voilà, que je voudrais présenter, pour donner un petit peu de matière à penser sur ce débat. Mais avant cette intervention de Titouan, nous avons écouté celle d'Arthur Garrigue, qui nous présente un mémoire questionnant l'accès à la philosophie pour les enfants. Bonjour, oui, alors le mémoire que je vais présenter, c'est pas le mien, c'est celui de Nicolas Ferron, qui est aussi le créateur des Ateliers Philo, une association qui propose des ateliers philo avec des enfants. L'objectif, c'était de savoir si on pouvait aussi philosopher avec des enfants. Je vous laisse découvrir sa réponse. Voilà, nous tenons à préciser également que c'est notre épisode pilote. Nous avons pour cela besoin d'encouragement. D'indulgence. D'indulgence, c'était exactement le mot qui devait venir se placer à cet endroit. Et nous espérons faire de notre mieux pour que ce pilote ne vous perde pas en cours de route. Avant d'entamer notre réflexion sur la dimension orale dans la pratique de la philosophie, je vous invite, chers auditeurs, à postuler avec moi l'idée suivant laquelle toute réflexion philosophique se retrouve, à un moment donné de son processus, devant la nécessité de s'extraire de l'enceinte fermée de la pensée. Lorsque l'impératif de s'exprimer se fait sentir, 2 voies semblent se présenter. Écrire, d'une part, nous semble d'ordinaire être une solution somme toute anodine. Il suffit pour s'en convaincre de constater la quantité pléthorique d'ouvrages qui garnissent les étagères de la section philosophie de chaque bibliothèque. Sans avoir de mal, qui plus est, à comprendre la raison du choix d'un tel médium. Grâce au texte, le penseur pourra toucher un public plus large, aussi bien dans l'espace que dans le temps, si tant est que l'écrit survive au vieillissement de son support. Parler, d'autre part, ne fait pas autant de sens au regard de celui qui voudrait s'employer à philosopher. Pourquoi, lorsqu'on a l'écriture, aurions-nous à user de notre voix,
elle qui ne semble pas jouir des mêmes avantages que ceux de la trace. S'il n'y a pas véritablement de sens à ce que le philosophe parle, alors la dimension orale sera tout naturellement destinée à se résorber au profit de la seule tradition écrite. Or, la voix subsiste et coexiste avec l'écriture. Arrêtons-nous donc quelques instants pour comprendre ce qui ferait la spécificité de la voix philosophique, de saisir au moins par intuition pourquoi aujourd'hui encore le philosophe parle. Si l'origine du discours oral ne peut être datée, pour des raisons qui peuvent paraître évidentes, l'écriture, elle, serait née en Mésopotamie au cours du 4e millénaire avant notre ère. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est tout particulièrement l'endroit où la philosophie occidentale s'est développée, à savoir dans le bassin méditerranéen, et voilà ce que l'on peut en dire. L'écriture était déjà d'usage chez les Mycéniens, une civilisation grecque préclassique. Toutefois, au XIIe siècle avant notre ère, leur chute entraîna avec eux la disparition de l'écriture, et ce durant les 4 siècles qui suivirent. Ce n'est qu'au cours de l'époque archaïque, entre 800 et 500 avant Jésus-Christ, que l'écriture fut réintroduite. Grâce à l'amélioration du syllabaire consonantique des Phéniciens, au moyen de l'ajout de voyelles combinées aux consonnes, la lecture fut grandement facilitée et n'était plus une activité destinée aux seuls érudits. Elle devenait désormais accessible à tous ceux qui avaient le loisir d'apprendre à lire. La première raison qui nous permet d'accorder un sens à l'usage de la parole plutôt qu'à celui de l'écriture réside dans le fait que cette première a longtemps offert le moyen d'exercer un contrôle sur le nombre et l'identité des auditeurs présents. Voie idéale pour transmettre un enseignement à caractère sensible, pour les mœurs d'une époque, tout en maîtrisant sa portée, cela n'a pas échappé à Pythagore. Le cœur de sa doctrine, en effet, était presque exclusivement oral. L'écriture n'y occupait qu'une fonction mineure, celle d'aide-mémoire. De fait, le prétendant, aussi appelé acousmatique, à savoir celui qui entend sans voir, devait écouter en silence durant les 5 premières années le maître caché derrière un rideau. Par surcroît, l'enseignement prodigué se formait d'une série de doctrines redoublées de symboles et d'énigmes, dont le sens profond ne pouvait être révélé qu'après avoir suivi plus longuement la formation. La fonction d'un tel rituel est relativement simple à saisir. La parole entretient la dimension ésotérique de l'enseignement, qui n'est destinée qu'à un cercle d'initiés triés sur le volet, afin d'entretenir une forme de secret. Par contraste, Socrate, pour qui le secret n'avait pas grand intérêt, lui qui avait le goût de questionner les citoyens athéniens au gré de ses déambulations dans l'optique de mettre à l'épreuve tout ce qu'ils affirmaient savoir, a clairement fait les frais de la trop grande publicité de sa philosophie. Ce ne serait pas prendre un trop grand risque que d'affirmer que la cause de sa condamnation, au-delà de celle d'impiété ou de corruption de la jeunesse, se trouverait être politique. Platon, élève de Socrate, confirme bien dans sa lettre 7 que l'écriture, qui tombe dans le domaine public, ne peut ni ne doit contenir le fond véritable de la pensée d'un philosophe. La prudence est de mise lorsque l'on écrit. Nous comprenons en négatif que le discours oral est l'espace qui reste au penseur dans lequel il lui est possible de s'exprimer sincèrement, sans craindre que ses idées ne lui portent préjudice. Ou alors, celui-là aurait fait une erreur en se livrant en toute confiance à son interlocuteur. Si le philosophe est sérieux dans ses écrits, si ses traités reflètent parfaitement le fond de sa réflexion, la raison doit en être que les mortels lui ont eux-mêmes complètement ruiné l'esprit, nous disait Platon. Et cette association entre l'usage de la parole et la culture du secret n'avait toujours pas perdu en pertinence 1000 ans après cette dernière affirmation. Le philosophe n'écrit toujours pas ce qu'il pense, et encore moins sous la forme exacte qu'il le pense. Il est ainsi contraint de recourir à la voie oblique, thèse défendue par Thomas More au sein du premier livre de sa célèbre Utopie. Tout le problème est alors de savoir quand parler et avec qui. L'un des personnages, Raphaël Lodé, y montre combien il est compliqué pour un penseur, aussi sage soit-il, d'être entendu par les acteurs de ce monde lorsqu'il s'écarte des mœurs communément admises. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce personnage exprime une grande satisfaction à pouvoir discuter avec Morus, qui l'écoute et avec qui il se sent la possibilité d'évoquer en toute transparence le fruit de ses réflexions. La parole reste ce refuge où le philosophe peut être intègre et parler en toute sincérité quand il juge que son interlocuteur en est digne. Elle est l'occasion d'exercer une philosophie débridée qu'interdisait l'écriture. Toutefois, les instruments du secret se déplacent et déjà au XVIIe siècle, la littérature pouvait être clandestine. Alors la parole n'avait plus le monopole du secret. Un phénomène qui n'a fait que gagner en intensité à mesure que les siècles s'écoulaient. De nos jours, l'évidence n'est plus aussi claire qu'auparavant quant à savoir s'il faut privilégier le discours à l'écriture pour préserver un certain secret. À l'heure actuelle, une parole énoncée, même dans un contexte privé, peut nous échapper sans même que nous nous en rendions compte. Si l'on a une idée à communiquer mais que l'on ne peut se risquer à ce qu'elle soit rendue publique, il serait peut-être plus sûr de la transmettre via un système de messages cryptés plutôt que dans une conversation orale.
De fait, si l'on interroge notre pratique actuelle, celle du XXIe siècle, la frontière entre parole et écriture dans la pratique philosophique ne peut plus se résumer à celle du secret seul. Surgit alors une seconde raison qui permettrait à celui qui souhaiterait se prêter à la pratique philosophique de trancher en faveur de l'expression orale. Cette raison se trouve chez Platon, et tout particulièrement dans le célèbre éloge qu'il fait du discours oral dans le Phèdre. Il y défend l'idée selon laquelle le discours est la noble monture de la connaissance dite scientifique, par opposition au savoir que prodigue l'écriture qui, lui, est inerte et ne fait qu'entretenir l'illusion de connaître. Le philosophe mutique, qui n'irait pas s'hasarder au-delà des frontières de l'écriture, n'aurait alors rien d'assavant, si ce n'est l'apparence entretenue par ses textes. L'écriture n'aurait pas à être considérée autrement que comme un aide-mémoire, à la manière des pythagoriciens, ou encore un moyen utile de communication à longue distance, rien de plus. C'est accorder au discours une fonction performative qui mobilise tout un ensemble de facultés utiles, pour celui qui énonce comme pour celui ou ceux qui écoutent. Pour n'en citer qu'une, nous pouvons par exemple souligner combien il est important que l'énonciateur puisse se montrer capable d'adapter son discours à la compréhension de celui qui l'écoute. Une capacité qui appelle un certain don d'ubiquité, c'est-à-dire cette faculté d'être simultanément à sa propre place dans le dialogue et à celle de son interlocuteur. Certes, il est vrai que cette expérience ne se vit pas uniquement dans la conversation orale, mais c'est bien là qu'elle est la plus immédiate. Louis Lavelle affirmait dans son ouvrage intitulé « La parole et l'écriture » que « le propre de la parole, c'est de rendre chaque être extérieur à soi et intérieur à tous ». Transposée à notre époque, cette thèse d'une primauté épistémologique de la parole sur l'écriture justifierait la part importante que prennent les activités orales dans l'agenda des scientifiques. Enseignements, colloques, conférences, etc., activités auxquelles n'échappent pas les sciences humaines et donc la philosophie. Peut-être pouvons-nous voir ici le prolongement de cette croyance qui juge que l'exposé oral est une épreuve essentielle qui permet de révéler efficacement le savoir, autrement dit, de savoir si celui qui est mis à l'épreuve n'est pas un sophiste, cet être passé maître dans l'art de donner l'illusion qu'il connaît la vérité sans pour autant la détenir. Là encore, l'étudiant qui soutient son mémoire s'expose aux questions d'un jury auquel il devra être en mesure de répondre sans difficulté, puisque le sujet doit être maîtrisé. Il devrait être impossible que le candidat soit pris en défaut. Dans le cas contraire, la seule chose que l'on puisse inférer, c'est que le travail n'était pas suffisant et qu'il n'a pas engendré les connaissances attendues. Mais nous pouvons convenir raisonnablement qu'il ne fait pas beaucoup de sens de maintenir ainsi la simple opposition entre écriture et parole. On peut être le plus adroit avec les mots écrits et s'y perdre lorsqu'il faut en dire davantage à travers une parole. Il serait naïf d'affirmer qu'il suffirait de connaître suffisamment son sujet pour pouvoir s'exprimer à l'oral avec aisance. Nous sommes également parcourus de passions qui parfois nous neutralisent sans que cela n'ait un quelconque rapport avec ce que nous avons à dire. Mais cela se travaille. Au risque de défendre un lieu commun, ne pourrions-nous pas dire que la meilleure solution consisterait probablement, et comme souvent, à tenter de trouver une forme de complémentarité qui permettrait d'expliquer la longévité dont font preuve ces deux moyens d'expression. Faire de la philosophie sans jamais sortir du seul exercice de la dissertation ou du commentaire écrit serait indéniablement une faute. Aujourd'hui encore, il est attendu d'un étudiant en philosophie qu'il soit préparé à un certain nombre d'épreuves qui réclament de lui des compétences orales. N'oublions pas que l'écrasante majorité des philosophes que nous pouvons lire aujourd'hui ont exercé des fonctions d'enseignant, de juriste, ou tout autre métier qui nécessite un recours à la parole. Par ailleurs, si vous écoutez une radio sur laquelle certains textes philosophiques vous sont lus, peut-être auriez-vous remarqué combien ils deviennent plus clairs à la seule lumière d'une voix. Car ce qui manque parfois à ces écrits, pour qu'ils puissent être pleinement reçus, c'est un ton. S'exprimer, c'est aussi savoir donner le ton et colorer ses idées de nuances. Si la majeure partie des philosophes ne peuvent plus nous rendre cet honneur en nous énonçant leurs idées à l'oral, il reste encore aujourd'hui beaucoup de philosophie à entendre à qui saura prêter l'oreille. Une chose est certaine, la voix de la philosophie n'a pas de raison de s'éteindre. Mieux, de nombreux autres promettent de naître à l'avenir. Bonjour, nous recevons Nicolas Ferron.
dans son appartement, dans la mesure où nous sommes une radio nomade internationale. Bonjour. Bonjour. Nicolas Ferron, tu as écrit un mémoire sur la philosophie pour enfants, Oui. Les enjeux de la transdisciplinarité et de la médiation et de la recherche. C'est exact. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous présentes un peu ton mémoire, donc je vais te poser quelques questions et tu vas tenter d'y répondre. Voilà, Si elles sont pas trop dures. si elles sont pas trop dures. La première question que je te poserai, c'est par rapport à ta démarche en général, dans la mesure où ton travail porte en bonne partie sur John Dewey, où la conception que tu dégages a déjà quelque chose du plan d'action, où en somme tu manifestes un certain esprit de laboratoire, pour parler comme Peirce, une démarche expérimentale. Est-ce que tu qualifierais ta propre démarche de pragmatiste au sens du courant philosophique auquel on donne ce nom? Très longue question. Très longue question. Je vais commencer par dire que je ne suis pas un spécialiste du pragmatisme et que c'est pour moi peut-être un petit peu difficile de répondre en extension. Mais si on reprend la définition de James qui dit que les idées doivent être utiles, je pense qu'elles doivent fonctionner. Alors, on peut peut-être commencer par dire que dans ma démarche, ce qu'il y a eu de premier, c'était que ça devait avoir des conséquences sur le réel. Donc en ce sens-là, oui. Si tu as d'autres définitions du pragmatisme à me donner, je peux peut-être te dire si ça correspond également à ce courant de pensée. Mais si on s'en tient à ça, alors je dirais oui, j'ai voulu faire en sorte que mon mémoire ait également un côté pratique qui débouche, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres, sur un certain nombre d'effets. D'accord. Est-ce que c'est ce qui t'amène à parler d'une opérativité des concepts? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Tu consacres toute ta deuxième partie à cette opérativité des concepts. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, dans le sens où je l'ai pris à l'époque, parce qu'il faut dire que ce mémoire, je l'ai écrit il y a 2 ans, non, je l'ai pas entendu comme ça. Pour moi, l'opérativité des concepts, c'est-à-dire le fait que les concepts soient opératoires, c'est-à-dire qu'ils aient une efficace dans le réel, qu'ils soient la cause d'événements ou de faits, je l'ai entendu simplement pour les concepts que je voulais mettre à épreuve. Les concepts de communauté, de recherche et de philosophie, qui sont tout simplement les concepts de la philosophie de Lippmann quand il construit son dispositif pour faire philosopher les enfants. Il l'appelle communauté de recherche philosophique. Quand je fais mon mémoire, c'est quelque chose qui a été en fait très progressif, toute cette découverte à la fois de Lippmann, mais aussi de Dewey et des autres auteurs dont je traite. Donc je pense pas du tout à me dire, tiens, est-ce que mes concepts vont être opératoires, est-ce qu'il y a un truc qui va fonctionner? Je me dis juste, je veux mettre à l'épreuve mes recherches à quelque chose de concret. Ce concret, je vais le créer. Et je commence à mettre en place justement toute une organisation pour que des étudiants en philosophie fassent de la philosophie dans des écoles. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette organisation justement? Ça s'appelle les ateliers philo, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui. Quand je suis arrivé à Lyon, je suis arrivé pour mon Master 1 et je connaissais pas grand monde, mais les amis que je me suis fait n'étaient pas des gens qui étaient impliqués associativement. Donc je me suis rapproché d'une association qui s'appelle les Médiations Philosophiques et qui m'a accueilli à la fois à bras ouverts et aussi avec quelques réticences. Pour les uns, c'était un projet qui était un petit peu trop gros pour l'association, dans le sens où c'était une petite asso qui ne pouvait pas aussi bien m'accueillir que ce que je souhaiterais, et les autres qui étaient très enthousiastes par le fait qu'un projet aussi grand et majestueux puisse voir le jour. Donc, yes. c'était un peu le sens, c'est redorer le blason. Plus il y a de projets qui ont du sens, plus on peut se vanter d'avoir des projets qui, justement, font adhérer, donnent de l'enthousiasme. Le sens, parlons-en. Tu parles aussi de modèle interprétatif dans ton mémoire, c'est-à-dire que tu crées effectivement, tu dégages des concepts à partir d'une étude de Dewey et de Arendt, et par l'affiliation conceptuelle de Dewey à Lippmann.
Et Oui. une fois que tu étudies justement l'opérativité des concepts telle qu'on l'a décrite, après ça, après coup, il y a un retour, l'interprétation. Alors, ma question, ce serait, est-ce qu'un même modèle peut être à la fois normatif et interprétatif? Ah bah, tout à fait. Le but d'un concept, à mon sens, c'est d'être à la fois normatif et interprétatif. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que les concepts ne sont pas simplement des choses à contempler dans le ciel, ou pas simplement des mots d'ordre. C'est-à-dire qu'on peut les faire jouer entre deux façons de voir, soit lire le réel, l'interpréter, soit y vouloir en fait y laisser une certaine empreinte, celle de nos idées. Et sur la fin de ton mémoire, du coup, il me semble que tu montres une certaine insuffisance de ces concepts, justement, que tu as choisi de dégager, que tu as réussi à dégager. Tu en viens à recourir au modèle dit de la scène verbale. Oui. Là-dessus, tu te bases sur Aline Auriel. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce modèle d'interprétation? Pourquoi tu y recours? Alors, quand j'ai voulu tester l'opérativité des concepts de communauté de recherche philosophique, c'est-à-dire ce dispositif où les enfants, mais en réalité aussi les adultes, se mettent à discuter de manière philosophique, j'ai essayé de mettre en opposition les différentes tendances, notamment celle de communauté et celle de philosophique, qui tend en fait à critiquer, dans ce test des ateliers de philosophie que j'ai pu enregistrer dans les classes. On arrive en fait à une sorte de problème à partir des concepts, c'est-à-dire si on veut les entendre rigoureusement, ils posent problème. Si on les entend de manière lâche, alors tout va très bien. C'est le sens aussi du concept de vague en anglais, dans le pragmatisme, c'est que les concepts ne doivent pas être entendus de manière rigoureuse, de manière à ce qu'ils puissent s'adapter au réel. Et ben, moi je prends le contre-pied de ça, je dis, bon, entendons-les de manière rigoureuse, arrive-t-on à un problème? Oui. Et c'est ainsi qu'on peut dépasser nos idées initiales pour vouloir créer de nouveaux concepts ou sentir le besoin qu'on a besoin de nouveaux concepts. Et donc trouver une place à la recherche. Sinon, on se dote de 3-4 concepts et puis hop, c'est fini. Mais ces concepts que tu vas rechercher, tu les recherches précisément en dehors, un peu, ou en tout cas en marge de cette discipline qui est la philosophie, je dirais. Est-ce que du coup, on peut parler de ton mémoire comme d'une recherche multidisciplinaire, au sens où il y aurait une synergie de recherche collective, où des chercheurs issus de différentes formations disciplinaires travaillent sur un même problème, ou pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec l'intégration d'outils méthodologiques et de concepts d'autres disciplines. Alors là, je reprends en fait des termes que tu emploies toi-même, parce que tu reprends la typologie d'Alain Letourneau, dans son article « La transdisciplinarité considérée en général et en sciences de l'environnement ». Donc j'aimerais savoir si toi, à partir de cette typologie, tu serais capable de nous décrire justement ton mémoire en tant que recherche multidisciplinaire ou pluridisciplinaire, si la distinction vaut, en tout cas. Alors, la typologie de Letourneau, moi, je la modifie. Ce qu'on peut lire dans son article, j'adapte à mon contexte cette graduation entre pluri, multi, inter et transdisciplinaire. Je le fais parce que ce que fait Letourneau, il le fait pour les sciences de l'environnement, sur une interaction entre différents chercheurs de différentes disciplines, qui doivent répondre à des problèmes particuliers. Moi, le problème que j'avais, il était lié aux interactions des disciplines en sciences de l'éducation, et notamment celle de la philosophie avec ces autres sciences. Donc, je ne vais pas redonner toute la liste de plurimulti que je dresse, mais quand je fais mon mémoire, alors c'est de manière très contingente, j'ai des lectures, il se trouve qu'il y a des psychologues et des linguistes qui se trouvent dedans, et qu'ils m'apportent des réponses qui permettent de dépasser des concepts premiers, ceux de communauté par exemple, ou de démocratie, pour aller plus précisément dans le réel. Le concept de scène verbale précise par exemple
la manière dont, de manière imaginaire, des agents déposent du sens au cœur d'une communauté, c'est-à-dire un cercle de personnes qui échangent oralement. Ils échangent des exemples, des arguments, des thèses, des contre-thèses, et plutôt que de faire jouer le lieu de la communauté et de la recherche et de la philosophie, eh bien, on prend en fait un autre point de vue, une autre perspective, qui est celle de l'espace mental de chacun, déposé en fait au centre, parce qu'il a justement oralisé, il a permis de rendre public ses pensées. Tu parles d'espace mental. De manière générale, dans ton mémoire, tu t'efforces aussi de caractériser le discours philosophique. Est-ce que, en empruntant, par ailleurs à Auriel son modèle interprétatif, jusqu'où on peut dire que ton mémoire c'est une philosophie du langage, de la communication peut-être plus largement? Une philosophie du langage. Bon, je pense que c'est peut-être aller un petit peu loin. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'il s'agit de développer apparemment chez les enfants une certaine forme d'articulation, au moins de leur pensée. Donc c'est vrai que j'ai glosé un peu plus loin, mais je t'écoute. Non, pas du tout. Alors, je dis pas que tu vas trop loin dans ton interprétation, je dis c'est peut-être aller un petit peu loin quant aux espoirs que ce mémoire avait. Il ne s'agit pas de construire une philosophie du langage comme on peut l'entendre à l'heure actuelle, comme un système complet, essayant de comprendre comment se crée le sens, par exemple. Il n'y a pas eu l'intention du tout d'avoir une sémiotique, par exemple. C'est de grands efforts qui ont été faits par les pragmatistes, il me semble que c'est Peirce, mais Dewey aussi. Mais je ne suis pas du tout allé sur ce penchant-là. Moi, je suis vraiment resté sur la question du lien entre psychologie, sociologie, économie, philosophie au cœur des sciences de l'éducation, mais sans trop me pencher sur ces questions du langage. C'est peut-être aussi un de ses points faibles, mais quand je reprends les habiletés de pensée de Lippmann, alors je précise, les habiletés de pensée, ce sont des manières que nous avons d'exprimer nos pensées ou de faire des opérations mentales traduites dans le langage. C'est-à-dire que, prenons par exemple une habileté de pensée telle que l'addition, 2 plus 2 égale 4. Bon, c'est une opération de base, mais si on complique la chose, on met des équations, des fonctions, eh bien, il y en a certains qui vont beaucoup plus vite que d'autres, qui sautent des étapes, qui sont plus ou moins habiles. Donc on peut tous faire la même opération, de résoudre une équation par exemple, mais on peut faire avec plus ou moins d'habileté, de vitesse, d'aisance. Pour ce qui est de l'argumentation ou de la définition, c'est pareil. Les étudiants en philosophie, ils cultivent cette manière de définir des concepts généraux, et ils le font de mieux en mieux au fur et à mesure qu'ils pratiquent cette chose-là. Les actes de pensée, comme dirait Austin, les actes mentaux. Tu te sers d'ailleurs de la grille austinienne pour interpréter aussi? Oui, alors je m'en sers oui et non, parce que moi je n'ai pas fait référence directement à Austin, je prends Lippmann qui se sert d'Austin. Donc Lippmann reprend Austin et il dégage une grille, en tout cas une liste d'habiletés de pensée rattachée en fait à des actes de pensée, des actes mentaux. En ce sens-là, on peut dire qu'il y a une philosophie du langage, dans le sens où ce qu'il y a dans le mental peut être traduit dans du verbal. D'accord. On parle beaucoup d'habileté, de développer une certaine forme d'habileté. Moi, ma question, là, elle porterait sur la place de la philosophie dans les sciences de l'éducation. C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut être à la fois celle qui produit les normes, telles que tu peux le décrire toi dans ton mémoire, et être elle-même, en même temps, un objet d'enseignement, sans qu'il y ait vraiment de frottement, de conflit d'intérêts, entre guillemets. Il me semble que tu uses de Hannah Arendt par rapport à la définition de cette place, notamment de ces concepts d'éducation et de personne morale. Est-ce que tu pourrais préciser un peu? Alors, ça me rappelle une question qu'on m'avait posée, parce qu'il se trouve que j'avais fait, grâce aux médiations philosophiques, une conférence, dans un petit séminaire à Grenoble. Une question qu'on m'avait posée qui était mais alors, est-ce que les chercheurs doivent faire de la philosophie? Les chercheurs dans toute discipline connue. Moi, il me semble assez évident que
la recherche étant la remise en question des catégories de notre entendement ou des concepts qui nous permettent de saisir le réel, que chaque chercheur doit s'efforcer d'être philosophe à un moment donné, puisque cette opération de critique, de recherche d'arguments, même si elle se double d'une confrontation au réel, que ne fait pas la philosophie, hein. En tout cas elle ne se confronte pas au réel tel que la sociologie ou tel que la psychologie. La philosophie se confronte en fait à des textes. C'est ça le réel de la philosophie à l'heure actuelle. Peut-être que ça pourrait être amené à évoluer, mais l'édification de normes par la philosophie se fait tout le temps à partir de discours qui ont déjà été énoncés. Quand on regarde ce que font les professeurs en faculté, sinon pour pas faire des expériences de pensée ou pour donner des exemples, ils prennent pas des enquêtes de terrain. C'est une grande question d'ailleurs. Existe-t-il une philosophie de terrain ? Il y a un colloque d'ailleurs dans pas si longtemps qui se tient à l'ENS de Lyon. Mais là, alors, la place de la philosophie en sciences de l'éducation, pour moi, elle est d'émettre des hypothèses, de construire des listes d'arguments, de remettre en question, de critiquer, mais pas beaucoup plus que ce que peuvent les mathématiques, par exemple. Vous voyez, les mathématiques, elles peuvent servir peut-être à faire le plan comptable. Mais en sciences de l'éducation, à part apporter sa propre didactique, c'est-à-dire apporter en fait son contenu et la manière de transmettre, je vois pas trop ce que la philosophie peut faire en termes de recherche, de plus que... ce qui est quand même déjà un vaste programme, hein. Émettre des hypothèses, présenter des arguments, présenter des critiques, et apporter évidemment le contenu et la manière de transmettre ce contenu. Tu discutes deux figures dans ton mémoire, donc celle du chercheur que tu viens d'évoquer, mais aussi celle du médiateur. Oui, je t'écoute. Je reviens un petit peu sur la question, parce qu'il y a quelque chose qui me gênait un petit peu pour répondre. Tu parles de la philosophie, et justement tout l'effort que j'ai eu là dans ce mémoire, c'était de décrire ce que c'est que la philosophie. En fait, il se trouve que j'ai pris une position assez claire, c'est qu'il n'y a pas la philosophie, il y a philosophie. Philosopher, pour moi, c'est une pratique, c'est un verbe évidemment, mais la philosophie, il y a certes la discipline, il y a certes la tradition, mais si on enlève tout ça, alors est-ce qu'il n'y a plus de philosophie ? Bon, c'est pas sûr. À chaque fois qu'on parle de manière générale sur le monde, on cherche à produire de la philosophie, à produire une forme de philosophie. En fait, on philosophe. Donc, que peut la philosophie à l'intérieur des sciences de l'éducation ? C'est que peut philosopher. À quoi sert de réfléchir ainsi ? Est-ce que c'est le mode hypothétique dont tu parles qui caractérise le discours philosophique, dans la mesure où on passe d'un pour ou contre, d'un vrai faux à un pour ou contre, justement, où on expérimente aussi, peut-être, avec John Dewey ? Oui, alors John Dewey, en effet, il expérimente, il crée des écoles laboratoires pour tester ses théories. Donc là, on a vraiment une philosophie qui est expérimentale. On met la philosophie à l'épreuve du réel, on voit si les concepts fonctionnent, si c'est pas un petit peu trop, hein, quand même, de concevoir que des enfants peuvent former une communauté. En quel sens ? Est-ce que c'est des enfants qui vont vivre tout le temps ensemble, partager des valeurs toute l'extension du concept, là, se joue ici. Donc il faut mettre à l'épreuve la philosophie au réel. Il me semble que c'est pas ce qui est fait à l'heure actuelle en sciences de l'éducation. J'entends dans tes réponses quelque chose de très politique. On entend assez souvent les termes de citoyenneté, de démocratie, voire de lutte contre la radicalisation, accolés à ceux de philo pour enfants. Quelle place, toi, tu accordes à la dimension politique de la philo pour enfants ? Est-ce que c'est inhérent à cette pratique ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit viser ? Pour moi, il n'y a pas d'autre philo pour enfants qu'une philosophie pragmatiste. Si on n'a pas l'intention de faire quelque chose du monde en éduquant, alors je vois pas trop ce qu'on fait. Ne serait-ce qu'en voulant le reproduire à l'identique, par exemple. C'est ce que cherche aussi, quelque part, à faire un peu Arendt. On dit qu'elle est traditionnaliste dans sa philosophie de l'éducation, notamment parce qu'elle conçoit l'homme comme un commenceur, c'est-à-dire un révolutionnaire d'essence. Donc elle cherche à le retenir dans les gonds de l'histoire. Mais toute philosophie doit avoir des conséquences, sinon à quoi servirait de philosopher, de produire des idées, si ce n'est que pour les observer de manière esthétique. Donc oui,
il y a un côté, en effet, qui a d'avoir des conséquences morales, c'est-à-dire les mœurs, pas la morale, la moralité, mais les mœurs, la manière dont nous vivons entre nous, dont nous nous considérons, politique, éthique et d'éducation, bien sûr. D'éducation d'ailleurs, pas seulement des enfants, parce que tu parles d'une continuité épistémologique entre l'enfant et l'adulte. Du coup, tu proposes une espèce de transposition peut-être de ce modèle-là. Ma question en fait, ce serait simplement par rapport à cette figure du médiateur dont on n'a pas encore vraiment parlé. Est-ce qu'il s'agit de faire de la philosophie en général une médiation? Est-ce que la philosophie est toujours médiation, qu'il s'agisse d'enfants, qu'il s'agisse d'adultes, pardon? Pour répondre à cette question sur l'épistémologie commune aux enfants et aux adultes, je me permets simplement de reprendre les 5 étapes de l'enquête de John Dewey. Cette manière de mettre à jour des problèmes, de les formuler, de dresser des hypothèses, d'établir des tentatives de réponse, et puis de fournir des conclusions, de la même manière que quand on produit un savoir scientifique, toute conclusion peut être mise à nouveau en fait, à un test. On peut à nouveau remettre les choses en cause. C'est tout le sens de la production du savoir. Il est pas déterminé il n'est pas déterminé de manière absolue. La science se construit par rectification. La philosophie aussi. Donc cette épistémologie, cette logique du coup de la connaissance, elle est commune en fait aux enfants et aux adultes. On ne change pas de modèle avec l'arrivée de l'âge légal des 18 ans ou des 21 ans, ce sont les pays. On continue à... Soit on arrête de résoudre des problèmes, c'est-à-dire que l'amas de connaissances qu'on a suffit et on arrête de se poser des questions. Et même si on se pose des questions, parfois on évite même d'y répondre. Soit on continue à fonctionner de la même manière que ce que les enfants font, mais de manière plus complexe. Ça, c'est ce que je dirais, pense Dewey. J'y adhère également. Je ne suis pas certain que les enfants aient une méthode formelle pour résoudre des problèmes, mais je pense que les différentes étapes peuvent être découpées comme ça quand un enfant cherche une réponse à un problème. Un problème dont on devrait parler peut-être, c'est l'université, éminent lieu de production de savoir. Tu parles d'une discipline, par exemple la philosophie, comme à la fois une organisation de savoir lié à un référent de recherche particulier, et à la fois comme un lieu de formation des chercheurs. Alors ma question, ce serait simplement, en ce qui concerne la philosophie, de ton point de vue, l'université telle que tu l'as fréquentée, est-ce qu'elle est un lieu de formation de chercheurs? Est-ce que tu t'es formé en tant que chercheur dans ce mémoire autrement qu'à l'université? Est-ce qu'on est formé à faire des recherches, en fait, à avoir ce savoir-être de chercheur? Au terme d'une formation de 5 ans, je dirais que non, c'est pas suffisant. Pour moi, la recherche à l'université, elle apparaît réellement quand on commence à faire un doctorat. Les doctorants sont de jeunes chercheurs. On apprend le métier de la recherche en faisant un doctorat. La recherche, c'est un peu, pour moi, le moment de la sélection. Ceux à qui ça, d'une part ça plaît, et ceux qui sont également bons. Ce mémoire, j'ai dû le rédiger, bon, il est assez conséquent, il fait 150 pages, je l'ai pas rédigé en 6 mois. J'ai pris 1 an. J'ai pris 1 an et demi pour le faire, une grosse période de lecture, de découverte, il y a eu plusieurs auteurs. Comment est-ce que je l'ai fait? Honnêtement, il y avait beaucoup de hasard. C'est des recherches dans lesquelles on se plonge, il faut être curieux, aller divaguer un peu dans les endroits qu'on ne connaît pas, se dire qu'il y a des choses qui sont peut-être inutiles, et finalement on tombe sur en fait une petite pépite. Par exemple, l'article de Arendt qui s'appelle « La crise de l'éducation », dans « La crise de la culture », c'est une conférence de 58 que j'ai pu retrouver en fait aussi en allemand. C'était beaucoup de plaisir de voir qu'il y avait quelque chose de concret et une pratique de la philosophie qui était au-delà simplement de l'écriture, mais dans le partage oral. Et pour moi, ça a été une coïncidence.
J'aurais pu très bien ne pas lire cet article, et pourtant, elle m'a permis, dans mon mémoire, de formuler une thèse forte, qui est que la philosophie peut fonctionner en autonomie. Alors certes, aujourd'hui, les philosophes sont des historiens des idées, donc elle a beaucoup recours à l'histoire. Donc il y a peut-être, on va dire, deux disciplines. Mais quand elle forge ses idées sur l'éducation, souvent, je dirais, dans ses textes, elle va pas beaucoup plus loin que la philosophie. C'est pour ça que c'est assez schématique, c'est général, c'est pas très précis. Et quand elle dit, pour ces questions-là, elle parle vraiment des conséquences de ces thèses, nous en remettons aux experts, elle se disqualifie en tant qu'experte. C'est-à-dire que je parle de quelque chose dont je n'ai pas de connaissances approfondies. C'est pour moi le problème de beaucoup de philosophes qui peuvent faire de l'épistémologie sans en fait avoir une formation de scientifique, par exemple. Et est-ce que du coup c'est l'avantage en fait de cette typologie de l'étourneau, d'essayer de voir les dynamiques de recherche et aussi peut-être le degré d'expertise qui est, disons, revendiqué par les chercheurs? Après, on peut tout le temps chercher à être plus expert que les autres ou à diversifier ses compétences, on va dire, disciplinaires. Moi, je pense qu'il faut rester pragmatique. Ce n'est jamais que quand on a besoin de résoudre un problème que l'on met des chercheurs de différentes disciplines ensemble. Et c'est parce qu'on voit qu'un problème est transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il touche à plusieurs disciplines, qu'on regroupe des gens autour d'une question. S'il y a des chercheurs qui font de la psychologie, de la linguistique sur la thématique de la philo pour enfants, c'est peut-être parce qu'il y a des choses à creuser au-delà du fait de dire que nous faisons parler, c'est beau, c'est merveilleux, et d'ailleurs, il y a une très belle idée qu'un tel enfant a dit, et ça me fait penser à Platon. Si on en reste à ce stade-là, alors oui, l'histoire des idées est bien belle et on peut la raccrocher à des paroles d'enfants, mais qu'est-ce qu'on sait du réel précisément? Pas grand-chose. Donc je pense que l'interdisciplinarité répond à des problèmes pour être plus précis dans ce qu'on essaie de savoir de ce qui se passe. Donc, peut-être une dernière question pour finir. En lien avec ce que tu dis, tu ne suggérerais pas à quelqu'un qui commencerait un mémoire d'aller tout de suite vers l'interdisciplinarité, mais simplement de le faire uniquement dans la mesure où il serait face à un problème qui requerrait cette interdisciplinarité. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on a tendance à voir de l'interdisciplinarité. C'est à la mode, en fait, un petit peu, l'interdisciplinarité. Est-ce que c'est une nécessité? Dans ce que tu dis, ça a l'air de découler forcément d'un problème initial, en tout cas. Moi, l'interdisciplinarité, elle n'est pas venue tout de suite, elle m'a pas sauté au visage, quoi. Ouais. Je l'ai construite au fur et à mesure comme étant quelque chose d'utile pour répondre, en fait, à mes recherches. Donc, sauter sur l'interdisciplinarité, de toute façon, le problème, il faut le construire. Si on reste sur du texte philosophique, peut-être qu'en définitive, on aura un propos assez pauvre, c'est-à-dire simplement on regarde une partie de l'histoire des idées qui sera de telle portion à telle portion. Je veux dire, il y a eu des mathématiciens philosophes. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont été réfutés ou non? Là, il faut se plonger peut-être dans des travaux qui sont peut-être plus hors philosophie pour pouvoir y répondre. Donc là, oui, dans ce cas-là, mais faut-il pouvoir construire le problème. La question des compétences est... la seconde partie de mon mémoire est ce moment où je teste l'opérativité des concepts. Pour moi, c'était une véritable épreuve. Je ne suis pas formé, disciplinairement, à lire des verbatims. Quand on transcrit des propos oraux, tout cela, on ne l'apprend pas à la fac, donc il a fallu que je me forme sur le tas. Un verbatim, c'est quand on transcrit des propos oraux, c'est ça? Ouais. Okay. Donc, cette chose-là, j'ai dû me former sur le tas, et de manière très vague, pour reprendre un terme pragmatiste, mais c'était vraiment pas très précis. Donc, moi, je dirais pas, lancez-vous dans des problèmes interdisciplinaires. C'est un danger pour l'efficacité de votre mémoire. Quel conseil tu donnerais, si tu devais donner un conseil, alors, dans ce cas-là, à ces gens qui vont faire un mémoire, soutenir un mémoire? Parce qu'on n'a pas parlé de ta soutenance, mais... Pour soutenir un mémoire, faut être curieux, faut avoir beaucoup de temps. Je pense que la faculté ne nous donne pas assez de temps pour le faire. Elle nous guide très peu.
Donc à l'heure actuelle, faites-vous plaisir pour écrire. De toute façon, en termes de probabilité, vous serez probablement pas des chercheurs. Donc autant vous faire plaisir et faire un truc aussi sérieux que vous le souhaitez. Mais c'est compliqué de se dire que à la fin d'une soutenance, il n'y a qu'un merci et bon courage ou bonne continuation. Et puis voilà, il y a un diplôme et bon courage pour la suite. Et une super interview. Merci Nicolas, en tout cas de nous avoir reçus chez toi, et nous, on est très contents de t'avoir reçu dans notre espace d'oralité. Merci de m'avoir donné la parole. Et on te souhaite une très bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir Nicolas. Au revoir le poulain Marolles. La plus profonde des substances, la plus miroitante, la plus précieuse des étoffes, la très vivante matière dont nous sommes tissés, ce n'est ni la lymphe, ni le plasma de nos cellules, ni les nerfs de nos muscles, ni les fibres, ni l'eau ou le sang de nos organes, mais le langage. La langue, l'autre chair. Nous sommes tressés par son architecture invisible, mus par le croisement et le combat des mots. Nous sommes nourris de leurs intrigues, de leurs jeux, de leurs dérives pris dans leurs drames. Nous, les terriens, nous les Adams, les bons hommes de terre, nous sommes formés de langues, tout autant que de tendons, de muscles et d'os. Nous sommes étayés, pétris, bâtis de langues, structurés par elles, quotidiennement modelés par la très vive philologie, chaque jour creusés par la combinatoire imprévue, l'histoire mouvante, la disparition et l'apparition des mots. Enfant du raisonnement et de la résonance, né des amours et de la lutte des mots. Voix négative, Valère Novarina. Penser la pratique de la philosophie, c'est penser son existence, ou plutôt sa modalité d'existence dans le monde. Qu'est-ce qui nous permet de confirmer ou d'infirmer l'existence de ce que nous nommons philosophie dans la réalité telle que nous l'apercevons ? Pour répondre à cette question, il nous faudrait d'abord nous accorder sur ce qu'est la philosophie, tâche des plus ardues à laquelle nous ne nous attellerons pas aujourd'hui. Afin de pouvoir surmonter cet obstacle, je vous propose de nous accorder sur une définition large et simple de cette discipline. Je dis donc, et seulement pour les besoins de notre réflexion, que la philosophie est le réfléchissement conscient d'une réflexion. Autrement dit, l'être humain, car pour l'instant il apparaît que nous soyons l'espèce la plus développée à ce niveau, l'être humain pense, qu'il le veuille ou non, que l'on nomme cette opération du corps agencement des représentations dans l'esprit ou transcendance du monde sensible en un monde suprasensible. La philosophie est le stade qui poursuit celui-ci, c'est-à-dire le moment où l'homme qui pense se met à réfléchir non plus à propos des objets extérieurs qu'il transforme en idées, mais ses idées elles-mêmes, sa propre réflexion. Alors, comment se manifeste-t-elle à nous, hors de nous ? Cette question aux allures anodines met en relief un élément clé de la pratique de la philosophie. En effet, chacun d'entre nous, enfin pour une majorité, peut faire l'expérience d'un tel mouvement de l'esprit, mais ce, seulement à l'intérieur de lui-même. Pour que la philosophie puisse avoir une existence constatable par tous dans le monde et n'être pas qu'un fantasme ou une illusion de l'esprit, il lui faut devenir communicable. On se rend bien ici compte que ce n'est pas la philosophie même qui est constatable par tous une fois rendue communicable, mais seulement son contenu. Il n'en reste pas moins que ce qui nous permet de confirmer son existence dans le monde, c'est le langage. Bien. À partir de là, nous sommes, et vous aussi, tout à fait convaincus de la réalité de ces expériences intellectuelles que Platon nous présente dans le Tête-Tête par l'intermédiaire de ce bon vieux Socrate comme un dialogue de l'âme avec elle-même. Nous ne chercherons pas ici à déterminer si oui ou non nous pouvons penser sans langage, mais nous nous attacherons premièrement à savoir pourquoi, dans sa forme publique, le maniement du langage n'est pas qu'un moyen de communication, mais l'un des véritables nerfs de la philosophie, et deuxièmement,
à connaître la place que nous devons par conséquent lui réserver dans l'enseignement de cette discipline. Lorsque nous parlons de philosophie, ou plus exactement lorsque nous donnons à entendre des raisonnements de type philosophique à un public quelconque, ce qui est souvent le cas, qu'est-ce que nous lui présentons vraiment ? Revenons un instant à Socrate qui parle tout seul en son âme. Bon, l'idée qu'en effet un discours, intérieur ou public, soit l'extériorisation d'un processus de pensée, de raisonnement, autrement dit que l'on mime par des signes articulés ce processus, se trouve au fondement même des questions qui jalonnent ce vieux débat concernant l'utilisation du langage dans le domaine de la connaissance. Si l'on regarde le déroulement historique des thèses dominantes concernant la relation entre la philosophie et le langage, il apparaît assez rapidement que les penseurs ont distingué de nombreux types de discours, mais, pour être odieusement manichéens, on peut les résumer en deux grandes catégories dans lesquelles se distribuent leurs subordonnés. Le type rhétorique et le type scientifique. La question que nous sommes, entre autres, tentés de nous poser est la suivante. Dans laquelle de ces catégories vient s'inscrire le discours philosophique ? Après quelques moments de réflexion, je me suis rendu compte que nous allions atterrir dans une impasse. Si l'on met en regard l'aridité et la clarté de certains textes de Kant d'une part et de l'autre la profusion poétique et le voile permanent des écrits de Heidegger, il est des plus évidents que ce que nous appelons discours philosophique est d'une hétérogénéité que rien ne semble pouvoir résoudre. Il s'ensuit que la question que nous devrions poser devient « Dans laquelle de ces catégories, le discours philosophique devrait trouver ses formes les plus adéquates ?» Bien que l'on puisse trouver des réponses, des débats et des arguments bien différents les uns des autres, je propose que nous nous penchions essentiellement sur les travaux de Michel Meyer et sa réponse à cette question qui est à mes yeux l'une des plus originales depuis un long moment. Je m'appuierai notamment sur son article « Pour une rhétorique de la raison » publié en 1985 dans la Revue internationale de philosophie. Pour commencer, il faut admettre que la rhétorique a, depuis Platon et sa peinture des sophistes, pas mal perdu en prestige. Aristote l'enfonce encore un peu plus en l'opposant catégoriquement à la logique et, de manière plus générale, au domaine scientifique. Après cela, c'est la dégringolade. Plus l'histoire de la pensée avance, plus on se méfie des mots, de leur usage et de ceux qui s'en servent. Bref, cette méfiance n'est, bien entendu, pas sans fondement. D'un point de vue analogique, la rhétorique est l'argumentation, pour ne pas la confondre avec la rhétorique littéraire, quand la logique, elle, est une inférence. Qu'est-ce que l'argumentation ? Oswald Ducrot, dans Critères argumentatifs et analyse lexicale, publié en juin 2001 dans la revue Langage, écrit ceci. La notion d'argumentation désigne un enchaînement de deux segments de discours reliés par un connecteur. Bon, de cette manière, l'argumentation, et par extension la rhétorique, se voit limitée à la confrontation, la mise en regard de propositions. Ceci étant, l'on peut voir se dessiner l'un des principaux traits d'opposition entre la rhétorique et la logique. Les deux sont à la recherche de la vérité, mais l'une le fait par l'exercice et le débat de la conflictualité des propositions, quand l'autre les réduit à l'absurde, et joint les notions de vérité et de justification en une méthode fixe permettant, par la rigidité de ces règles, de pouvoir trancher sans aucun doute sur la valeur de vérité inhérente aux propositions. L'une travaille entre les propositions, l'autre sur elles. Cette position péjorative de la rhétorique face à la logique se trouve déjà, selon Michel Meyer, chez Platon, pour lequel une proposition est, comme nous le montre son étymologie, ce qui se positionne avant la vérité. La connaissance étant par essence rationnelle, la rhétorique devient un stade pré-rationnel, ce qui lui vaudra le statut à la fois de subordonné à la logique et bien plus encore, de faiblesse de la raison. Voilà l'autre facette du propositionnalisme. Il empêche tout simplement à la vérité d'avoir un autre support que celui de la proposition. En effet, Platon, à travers la dialectique, propose une approche propositionnaliste du logos qui implique, toujours selon Meyer, le rejet du questionnement. Le Socrate platonicien, on y revient toujours décidément, travaillait l'art du questionnement, de l'interrogation, mais n'attendait pas de réponse. C'est donc une interrogation sans fin qui crée pour Platon une aporie. Car chez lui, le but d'une question est bien évidemment la réponse. S'ensuivent presque nécessairement, pour les plus calés d'entre vous sur le sujet, les concepts d'idées et d'essence seulement révélés en nous par la question, des connaissances innées conduisant au propositionnalisme. Aristote résoudra par la suite les problèmes de la dialectique en partie par la séparation claire et définitive de la rhétorique et de la logique. Meyer cite Aristote dans les Topiques, que je cite à mon tour.
la différence entre le problème et la proposition étant surtout la tournure de la phrase. On constate bien ici qu'il existe au sein du propositionnalisme un champ rhétorique. La proposition, l'assertion vraie, et la réponse à une question formulée ou non. Mais en opérant une telle séparation, Aristote fait de la logique le domaine de la vérité justifiée et de la rhétorique celui de la découverte. Meyer confirme que la rhétorique est bel et bien la contradictorité à l'intérieur du champ propositionnel, mais reproche à ses prédécesseurs, Perelman et Hegel notamment, de n'avoir pas su voir que l'opposition entre le champ rhétorique et le champ propositionnel, au-delà du fait qu'ils puissent coexister, comme on vient de le dire, n'existe tout simplement pas. Nous allons voir pourquoi. Malgré le passage un peu technique que nous venons de traverser, je tiens à vous rassurer, l'idée de départ pour comprendre cela est simple. Prononcez n'importe quelle assertion. Bon, si vous en avez une, demandez-vous maintenant quel sens elle a, et surtout, pourquoi pourrait-on être amené à la prononcer ? Eh bien, elle a du sens tout simplement parce qu'elle répond à une question implicite. Si on me demande « Est-ce que ça va ?», et que je réponds « Oui, ça va », on a fini d'enregistrer l'émission. Pourquoi est-ce que je rajoute cette deuxième proposition ? Parce que nous n'étions pas sûrs d'avoir terminé l'enregistrement à temps, ce qui constituait pour moi une source de stress, chose que mon interlocuteur comprend pleinement de manière implicite. Il s'ensuit qu'une proposition est toujours réponse à une question, formulée ou non. La question est ainsi révélée par la proposition et non pas l'inverse, de sorte que, je cite, « une simple proposition a ainsi une valeur argumentative comme telle ». Alors, qu'est-ce qu'argumenter ? Ce n'est ni plus ni moins que proposer une réponse à une question. La logique et la rhétorique deviennent alors deux modes d'existence du processus de questionnement, et non plus une opération de résolution et une d'interrogation. Ce qu'il faut ici bien voir, c'est que la proposition est certes une réponse, mais elle est une réponse possible, un lien entre une question et la réponse. L'étude de la contradictorité des propositions, c'est-à-dire la rhétorique, permet en vérité de distinguer efficacement la question et la réponse. C'est ce que Michel Meyer nomme la différence problématologique. Je reviendrai dans quelques instants sur ce dernier terme. En attendant, cette distinction question-réponse, bien qu'elle ne permette pas de décider de la valeur de vérité d'une proposition d'une manière aussi univoque que la logique, nous autorise toutefois à répondre au problème posé. Car le problème, lorsqu'il ne peut être formalisé pour être traité par la logique, ne réside pas dans la proposition, mais dans cette différence même entre l'interrogation et sa proposition-réponse. Certes, la question demeure. Mais comme il l'écrit, la philosophie s'oppose au discours quotidien par ce simple fait. Ici, on résout les questions et on les fait disparaître du même coup car le but n'est pas d'en parler. Là, au contraire, on les maintient en vie par le discours, car philosopher n'est rien d'autre que se livrer à une problématisation radicale et à la réfléchir comme telle. Le débat et l'étude des propositions entre elles est donc déjà en soi résolutoire, seulement parce qu'il détermine ce qui est réponse de quoi et ce qui est question sur quoi. J'ai cherché, je vous l'assure, une bonne conclusion à l'ensemble de ce raisonnement. Mais malgré tous mes efforts, je n'en ai pas trouvé de meilleure que celle de Michel Meyer. Et la voici. Il est donc clair, à la lumière de tout cela, que la rhétorique n'est plus une faiblesse de la raison, dont la force serait l'inférence logique. La raison n'a pas pour unité la proposition, le jugement, mais le problème. Le jugement en est la réponse, et c'est l'articulation de cette différence qui constitue notre rationalité. J'en ai terminé avec cette introduction au débat sur le rapport entre rhétorique et logique et l'approche de Meyer. Juste quelques mots de plus sur cet auteur, je ne vous ai présenté ici qu'une partie de l'article pour une rhétorique de la raison. Il va de soi que même au sein de cette partie-là, son analyse est plus complexe et plus complète que ma présentation. Dans la suite de l'article, il s'attaque à fonder définitivement les propos que l'on vient d'évoquer, s'attaque également au lien de ces questions avec la rhétorique littéraire et refond complètement la rhétorique de sorte qu'il puisse montrer et conclure que l'inférence n'appartient non pas uniquement à la logique, mais à tout passage du mode interrogatif au mode résolutoire, et donc aussi à la rhétorique. Ces travaux, qui sont par ailleurs foisonnants, sont fondés sur une notion dont il est l'inventeur et qui est la problématologie,
soit la théorie du questionnement. J'invite ainsi ceux que ces questions intéressent à découvrir son travail, qui prend place en partie à la suite de ceux de Chaim Perelman, qui est aussi, dans la forme moderne de ce débat, l'un des plus originaux. Bien. Finalement, en quoi cet exposé nous offre-t-il l'occasion d'aborder le thème de la pratique de la philosophie sous un nouvel angle ? La rhétorique a connu des heures de gloire, notamment avec Cicéron et sous certains aspects avec des philosophies du langage telles que celle de Heidegger. Mais elle a souvent été reléguée à une place d'art de la manipulation et de la persuasion dans son acception la plus péjorative. Cette remise à neuf de la rhétorique est pour nous une opportunité inédite de pouvoir penser et décider quelle place nous voulons lui conférer dans la pratique de la philosophie. En effet, si la rhétorique n'est plus seulement le maniement potentiellement pernicieux du langage au profit de celui qui le maîtrise, mais qu'elle devient une véritable méthode pour la recherche de la vérité, telle que le présente Michel Mayer, il est peut-être temps de la réhabiliter dans l'enseignement de la pratique de la philosophie. Je distingue bien ici l'enseignement de la pratique de la philosophie de celui de la philosophie, qui s'apparente la majeure partie du temps à un récit, certes palpitant, de l'histoire de la pensée et de ses doctrines. Apprendre à philosopher paraît évidemment indissociable d'une connaissance de cette histoire, ne serait-elle que limitée ou lieu d'un exemple, mais elle ne s'y arrête pas, sinon cette même histoire n'aurait tout simplement jamais commencé. Bref, si philosopher, c'est avant tout l'art d'interroger, de savoir bien formuler une question afin de pouvoir y répondre, et qu'il apparaît que la rhétorique nous permet, au même titre que la logique, d'y parvenir, ne devrait-on pas concevoir la rhétorique comme un élément essentiel de son apprentissage ? La rhétorique, évacuée de l'enseignement en 1885 par Jules Ferry, ne l'a pas été sans raison. L'histoire de l'humanité nous a maintes et maintes fois montré à quel point il était justifié de nous en méfier. Mais cette discipline n'est plus aujourd'hui seulement l'art du maniement du langage. Elle contient en elle-même son propre aspect critique. La rhétorique est également devenue une réflexion sur elle-même, sur les rhéteurs et le discours. La rhétorique me paraît à présent apte à être pleinement philosophique et à prendre une plus grande importance au sein de son processus. Bien entendu, il nous est, pour cela, impératif de conserver cet esprit critique. Mais je suis convaincu qu'en matière de philosophie, et plus généralement dans tout acte de pensée, il est essentiel pour pouvoir avancer de ne pas se contenter de la méfiance, car elle paralyse le questionnement en ce qu'elle lui appose le sceau de la peur. Je préfère, à la manière de Spinoza, lui apposer celui de la prudence. Alors philosophons, prudemment, mais peut-être ne devrions-nous négliger aucun des moyens qui sont à notre disposition pour le faire. Cette émission pilote du Poulain à Marolles arrive déjà à son terme après près d'une heure d'émission, ce qui est pas mal pour une première. Nous tenons à remercier le groupe Ringispiel Orchestar qui nous a enregistré la musique servante générique. J'espère ne pas écorcher le nom de leur groupe. Vous trouverez sous le lecteur un lien menant à leurs réseaux sociaux, bien évidemment. Nous souhaitons également remercier le Crous de Lyon, l'Université de Lyon ainsi que l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour leur soutien financier, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour évidemment encore. Des remerciements enfin à l'intention des médiations philosophiques qui ont accepté d'intégrer notre projet à leur association. Si vous souhaitez réagir à la suite de cette émission pilote, ou bien que vous désirez rejoindre le projet du Poulain à Marolles, ou enfin que vous tenez à participer à notre prochaine émission, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante, pam@lesmédiationphilosophiques.fr. Le lien, lui, sera aussi indiqué sous le lecteur. Sur ce, nous vous remercions une fois encore, et je vous dis rendez-vous pour la prochaine émission.